Bienvenue à une nouvelle édition de Maghreb également sur Maghreb Intelligence TV. Grande tension, grave crise, dangereuse escalade. Tous les superlatifs sont aujourd'hui de sortie dans la presse et dans les réseaux sociaux pour évoquer ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. La relation entre les deux pays, les deux mastodontes du Maghreb qui n'a jamais été un long fleuve tranquille, se complique chaque jour un peu plus. Les autorités algériennes depuis le début de l'été sont assez nerveuses. Accusations contre le Maroc, tous azimuts. Rupture unilatérale des relations diplomatiques. Fermeture du gazoduc qui transporte le gaz vers l'Europe et qui passe par le Maroc. Alger semble faire feu de tout bois quand il s'agit de Rabat. Aujourd'hui, l'actualité oblige. On va parler de l'incident qui a eu lieu à Bir Lehlo. Le 1er novembre, un tweet quelconque, d'une conseillère de Brahim Rali, secrétaire général du Front Polisario, El Nabel Lebet, de son nom, affirme que 3 camions algériens ont été bombardés en Mauritanie, et exactement à Ain Bnitili, une localité au nord-est de la Mauritanie. Quelques heures après, des vidéos et des images circulent sur le net montrant des carcasses de camions calcinés. Les sites affirment qu'un drone marocain, a bombardé ces camions en tuant des ressortissants algériens. Les autorités mauritaniennes sont presses de démentir, en affirmant que rien ne s'est passé sur leur territoire. Le lendemain, c'est un communiqué assez effarant de la présidence algérienne qui raconte pêle-mêle ce qui s'est passé dans un écrit, dans un style assez alambiqué, parlant de Chouhada, parlant de Maghreb Jaban, traitant de tous les noms d'oiseaux le Maroc. Et pour finir, menaçant le voisin de représailles. Le Maroc, de son côté, temporise, et par la voix d'une source ayant requis l'anonymat, affirme qu'il ne se laissera pas entraîner dans une guerre avec son voisin algérien. C'est après que la Mamra va s'adresser à l'Union africaine, à l'Union européenne, à l'ONU, à toutes les institutions internationales. La Ligue arabe. À la Ligue arabe. La Ligue arabe, personne ne prend plus au sérieux cet organisme. Mais la Mamra va s'adresser à tout ce beau monde-là pour demander, pour accuser le Maroc. Alors que le communiqué parle d'une enquête en cours, le régime algérien, ou le pouvoir algérien, ou les autorités algériennes affirment que c'est le Maroc qui a agressé, qui a bombardé. Pour débattre aujourd'hui de ce sujet, avec moi au studio Naïm Kamel, directeur de Kuwait Paema, et depuis Paris, Abdou Sammar, directeur d'Algérie Part. Bonjour. Bonjour. Alors, Lamine n'est pas avec nous, pardon, j'ai omis de parler de Lamine. Lamine est un peu malade, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Alors, Abdou, une lecture dans le communiqué, avant de revenir sur les faits, mais dans le communiqué de la présidence algérienne qui menace le Maroc de représailles. Le communiqué Karim est habituel, d'un langage qui est devenu habituel, qui est devenu j'allais dire malheureusement traditionnel dans les relations algéro-marocaines. L'État algérien, depuis pratiquement la normalisation des relations du Maroc avec l'Israël, il y a un langage guerrier, il y a un langage martial, il y a un langage qui assimile le Maroc à un adversaire direct. Nous sommes clairement dans un conflit. Avant, il y avait une guerre froide avec des hauts et des bas, avec des moments de réchauffement. À l'époque du régime, durant les 20 dernières années de Bouteflika, il y avait des moments de réchauffement, il y avait des moments de tension, il y avait des hauts et des bas. Mais c'est resté une guerre froide plus ou moins ou uniquement médiatique. C'était, à quelques exceptions, rarement des autorités marocaines ou algériennes venaient à faire des déclarations tracassantes. Mais depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune et depuis la normalisation des relations du Maroc avec Israël, la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, comme l'Algérie l'appelle, sur le Sahara tout court, comme on l'appelle chez vous, depuis ce moment-là, nous sommes dans un conflit larvé. La violence, elle est verbale, et malheureusement, moi je crains, je le dis très tristement, et je le dis sincèrement, je crains
qu'il y ait des dérapages. Je crains qu'il y ait des dérapages. Je pense que beaucoup d'experts nous disent que non, la guerre conventionnelle entre les deux pays, elle est à écarter. Mais moi, le fait qu'il y ait des dérapages pourrait envenimer davantage la situation et le moindre dérapage pourrait engendrer une situation qui serait incontrôlable. Le communiqué lui-même s'inscrit donc dans cette nouvelle approche algérienne qui considère le Maroc comme un adversaire. Les régimes algériens, les dirigeants algériens sont archi convaincus. Et moi, j'essaie de leur parler, je parle à beaucoup de sources au sein du régime algérien, beaucoup de sources sécuritaires. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pour eux, le Maroc est un adversaire. Quand on essaie de comprendre pourquoi, on nous dit alliance avec Israël, Cuba, des coups de poignard dans le dos, Cuba dans les réseaux diplomatiques internationaux, des actions hostiles qui se préparent en coulisses contre la stabilité et la sécurité nationale. Clairement, les dirigeants algériens n'ont aucune confiance au Maroc. Ils se sentent dans un climat. Non, mais il faut le comprendre. Peut-être qu'au Maroc, les gens n'arrivent pas à le comprendre ni à le percevoir. Mais les dirigeants algériens sont dans un climat d'insécurité. Ils considèrent qu'ils sont encerclés. Ils considèrent que le Maroc est devenu une base arrière d'un ennemi étranger qui vient et qui veut leur faire du mal. Ils sont dans cette logique-là. Il n'y a même pas un débat possible. C'est-à-dire quand on parle à des sources algériennes, donc quand on essaie de les faire réfléchir, il y en a qui relativisent un peu le danger, d'autres qui lui donnent une ampleur inédite et terrifiante, mais toutes les sources affirment et adhèrent à la thèse du danger. Maintenant, ça c'est pour la lecture du communiqué. Maintenant, les faits, Karim, d'abord il y a eu des morts d'hommes. On ne peut que déplorer et regretter la mort d'hommes. Je crois que même au Maroc, les gens ont été tristes pour la mort de ces 3 personnes, qui sont des Algériens, des compatriotes, des Maghrébins tout court. Personne ne souhaite la mort de quelqu'un. Je pense qu'on ne voudrait ni assister à la mort d'Algériens ou de Marocains ou de Libyens ou de Mauritaniens ou de Maghrébins ou tout être humain. La mort en elle-même, elle est sinistre. L'incident est en lui-même sinistre. Maintenant, il y a des ondes d'ombre. La présidence algérienne a une position qui est affirmative, qui ne laisse pas de place au doute. Alors, justement, si on revient au communiqué Abdou, de la présidence affirme que c'est le Maroc, mais sans enquête, une affirmation et accuse et menace de représailles. Sans preuve, sans démonstration. Alors qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'enquête. Ils ont annoncé le début d'une enquête, mais il n'y a même pas d'enquête neutre. Il n'y a même pas d'enquête algérienne. On n'a pas vu les cadavres. Il n'y a pas eu de médecin légiste sur place pour savoir s'il y a des impacts, de quelle nature sont les impacts. Il n'y a rien, même pas d'enquêteurs algériens sur le terrain. C'est-à-dire, 24 heures après, on a annoncé, alors que la présidence ne donne même pas le lieu. Le lieu où il y a eu l'incident. Malheureusement, dans notre région, pas uniquement en Algérie, mais dans notre sous-région, dans tout le Maghreb, il est très difficile d'avoir des médias professionnels qui essaient d'être neutres. Parce que le problème aujourd'hui dans le conflit algéro-marocain, c'est quand on est journaliste, si on est algérien, quand on parle à des sources algériennes, ils nous disent « Ah, mais c'est pas normal, t'es algérien, il faut que tu prennes position, la patrie, etc. » Ok, mais d'abord, je suis journaliste. Il faut qu'on comprenne les faits. Il faut qu'on essaie d'accéder à la vérité. Du côté marocain, c'est la même chose. On a du mal à avoir des gens qui analysent froidement les faits. Alors, si on analyse froidement les faits, effectivement, nous n'avons pas vu de preuves irréfutables. Normalement, il faudrait qu'il y ait une enquête. C'est à la suite de cette enquête qui pourrait ensuite justifier une prise de position. Mais quand on parle à des sources algériennes, toutes les sources algériennes à qui j'ai parlé, y compris des sources militaires, ils disent avoir des éléments matériels qui confirment qu'un drone marocain ou de fabrication turque ou de fabrication israélienne qui aurait lancé un missile sur ces 3 camions parce qu'ils ont été pris ou pour des trafiquants ou pour des... Mais il y a rien, Abdou, il y a rien dans les images, d'abord qui indique, on n'a pas besoin vraiment d'être grand clerc, ni d'être un grand savant en termes de technologie et de guerre, pour savoir qu'un impact de missile, d'abord ça se voit, et ça se voit dans les crevasses qu'il peut créer. Là, on n'a que 2 camions calcinés, sans cadavre, on ne sait pas ce qu'ils faisaient d'abord là, on ne sait pas pourquoi ils ont pris ce parcours, ni ce qu'ils transportaient, on nous dit qu'ils étaient vides,
Ça reste à démontrer. Toujours est-il que pour l'instant, il n'y a aucune démonstration, aucune preuve. D'ailleurs, la MINURSO est en train de faire son enquête et j'imagine qu'ils vont nous édifier là-dessus. Sur les détails techniques de cette opération, s'il y a une chose qui est sûre, peut-être, comme on nous dit que les camionneurs avaient l'habitude d'aller de la Mauritanie de l'Algérie vers la Mauritanie et inversement, en prenant un tronçon qui passe par Bir el-Hlo, mais c'était un moment où peut-être, je n'en sais rien, quand le cessez-le-feu était en vigueur. Or, tout le monde sait que depuis Guerguerat, depuis un an, c'est le Polisario qui a déclaré cette zone de guerre. Dès qu'on déclare, et qu'il y a au moins depuis une année 300 communiqués, c'est-à-dire pratiquement un communiqué par jour qui fait état d'attaque, de mort, de tirs, d'échanges, de combats, etc. Alors, on se pose, j'ai pas terminé, on se pose la question de ce que pourraient faire des camions civils, commerçants, dans cette zone de guerre. Donc, il y a cette grande interrogation. Maintenant, j'aimerais bien reprendre un peu ce qui a été dit, enfin, ce que tu as dit juste auparavant. L'adversité algéro-marocaine ou l'animosité grandissante de l'Algérie à l'égard du Maroc ne date pas des accords d'Abraham ou de la normalisation du Maroc avec Israël. Ça ne veut absolument rien dire, parce que, mais je vais vous le faire dire, vous le faire remarquer, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan entretiennent des relations avec Israël, et ce qui n'empêche pas la diplomatie algérienne de se poser en intermédiaire, négociateur entre les trois capitales dans le conflit qui les oppose sur le grand barrage éthiopien, sur le Nil. Donc, cette histoire d'essayer toujours de justifier l'animosité du régime algérien à l'égard du Maroc par la normalisation ou la reprise, parce que ce n'est pas une normalisation. Le Maroc a normalisé il y a déjà longtemps, c'était dans la foulée des accords d'Oslo dans les années 90, en 92-93 déjà. Donc, la normalisation n'est qu'un faux prétexte. En fait, c'est vrai que la reconnaissance américaine, la première puissance mondiale, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, a beaucoup perturbé les calculs et la comptabilité géostratégique et géopolitique d'Alger. C'est certain. Maintenant, il va falloir peut-être qu'on sorte parce que quand vous avez des observateurs, quand vous lisez ce que disent les observateurs un peu partout dans le monde, aujourd'hui, on sait que le régime algérien est à la recherche d'un exutoire extérieur. En pareille situation, quand on veut détourner l'attention d'une opinion publique réfractaire à un régime qui pendant 2 ans a réclamé son départ, il a remis en cause les assises de ce régime, c'est-à-dire l'armée, en revendiquant un pouvoir civil. Évidemment, on cherche des ennemis intérieurs et des ennemis extérieurs. C'est le MAC, c'est le Rachad. Je termine. Et c'est le Rachad à l'intérieur, c'est le Maroc tout désigné à l'intérieur, et on remonte. Il y a eu même qui est remonté 2000 ans pour trouver la trace d'une trahison marocaine à l'égard de l'Algérie. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe en Algérie, c'est que, et ça c'est une réflexion que j'aimerais bien partager avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent, c'est que l'Algérie était dans des choix géostratégiques, dans des choix idéologiques bien précis au lendemain de l'indépendance. C'est le camp socialiste, qu'il soit à l'échelle africaine ou à l'échelle mondiale. Or, ce qui s'est passé, c'est que après la chute du mur de Berlin, l'Algérie devait, tous les pays qui gravitaient autour de l'Union soviétique, y compris les démocraties populaires d'Europe, ont revu leur compte. Ils se sont réintégrés dans la nouvelle donne internationale qui avait pour mot d'ordre la globalisation.
L'Algérie, malheureusement, n'a pas eu le temps de bien réfléchir à son devenir dans dans les mutations qui sont intervenues dans la foulée de l'implosion de l'URSS. Pourquoi? J'ai une explication toute simple. Parce qu'il s'est trouvé plongé au même moment de cette implosion, concomitamment, dans une guerre civile qui a duré 10 ans. Et pour le régime, c'était une question, l'urgence était à la sauvegarde du régime, à la sauvegarde du système et à sa pérennité. Et ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Oui, mais ça n'explique pas. Si, ça explique, j'y arrive. Je vais vous montrer que ça explique. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir à la nouvelle Algérie, dans la nouvelle configuration mondiale. Il y a eu l'arrivée de l'ère Bouteflika, prometteuse au début, en 1999, après le départ de Lamine Zawel. Donc, qui pouvait, et Bouteflika avait les qualités requises pour permettre à l'Algérie de réintégrer le nouvel équilibre international. Malheureusement, ces débuts prometteurs sont devenus paralysants par la suite, sans mauvais jeu de mots, sont devenus très paralysants par la suite, et ça n'a pas non plus permis à l'Algérie de continuer de réfléchir à son nouvelle, à sa configuration ou à la rénovation dans ce système. Et c'est ce blocage qui s'est trouvé quand il y a eu une brèche dans le système, dans la lutte entre les clans, lorsque le clan Bouteflika avait prétendu un 5e mandat, il y a eu une brèche dans le système, on le sait, et c'est par là que le Hirak s'est imposé et a créé une nouvelle situation. Cette situation a créé chez le régime beaucoup de perturbations. Il a perdu tous ses repères qui étaient déjà très vagues. Alors, parce qu'on est en train de... Aujourd'hui, il n'arrive plus à trouver de réponse et il est dans la fuite en avant. C'est tout simplement ça. Pour qu'on puisse avancer. Oui. Bon, reprenons les faits d'abord. Là, la thèse de l'exutoire, etc., c'est pas une thèse, c'est une vérité. Nous l'avons écrit. Les opposants algériens le disent, le cri sur tous les toits. Beaucoup de pans entiers de l'opinion publique algérienne le disent. Le problème n'est pas là. Le problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est quoi? D'abord, il y a les faits. Les faits, quoi? C'est qu'on parle d'un incident qui, pour le moment, doit être soumis à une enquête impartiale pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. Dans le cas de figure actuel, la solution la plus idéale est qu'il y ait un organisme international indépendant, en l'occurrence l'Union africaine, à laquelle appartiennent les deux pays, le Conseil de sécurité de l'ONU, pour qu'il y ait une enquête. Il y a la MINURSO sur place. Il y a la MINURSO sur place. Si vous permettez, d'accord. Les faits sont là. Les faits sont là. C'est pour le Maroc. Les Marocains disent que c'est un non-événement. Les Marocains disent que c'est un non-événement, ça ne les concerne pas. Ils n'ont pas de drone sur place. Il n'y a pas eu d'activité militaire de la part du Maroc. Il est normal que l'accusé va dire que je n'ai rien fait. C'est pas non, la ligne de techniquement, ça s'est passé à Bir el-Hlo. Techniquement, Bir el-Hlo, c'est ce que dit la République arabe sahraoui, non reconnue par la majorité, ni à l'ONU, ni dans la majorité des pays du monde. Elle dit c'est un territoire libéré. Présumons que c'est un territoire libéré. Alors, celui qui doit réagir et demander une enquête, c'est la République arabe sahraoui. Alors que jusque-là, on n'a rien eu comme réaction. Juridiquement, je parle juridiquement, non. D'accord, le Maroc présumons que c'est le Maroc qui a attaqué. Le premier qui doit réagir, c'est la République arabe sahraoui, que l'Algérie reconnaît, abrite, arme et aide. Alors normalement, aujourd'hui, on reconnaît qu'elle est sous tutelle, que la présidence parle de réaction, ça peut être. Présumons que c'est le Maroc, c'est une opération guerrière. Il y a des bévues. On demande une enquête avant de menacer les autres. Et puis tu ne menaces pas un pays qui est voisin de représailles. C'est une déclaration de guerre qui doit être suivie d'opérations militaires. Il n'y a rien eu. Alors, le fait, une minute, le fait. Moi, j'adhère à votre démarche. Sauf que moi, j'essaie d'être dans la peau du journaliste qui est impartial, qui n'est ni algérien, ni marocain, ni maghrébin. Là, il n'y a pas de partialité. Quand je dis moi, marocain, je dis la race se dit responsable de ce territoire.
Elle l'annonce à longueur de journée. Elle dit que Berlhello, il y a même tenu un congrès. Donc il dit que c'est... Karim, d'abord deux faits. L'impartialité, c'est quoi? C'est rappeler les faits. Un, dans les zones de guerre, il y a des civils, il y a des civils qui circulent. Dans toutes les zones de guerre du monde, entre l'Ukraine et la Russie, il y a des civils qui circulent. La guerre, oui, il y a une guerre. En Ukraine, un avion est tombé. Je ne vous ai pas interrompu. Juste écoutez-moi, c'est très important pour que les gens comprennent. Parce que nous, on n'est pas là pour défendre ni le Maroc ni l'Algérie. Nous, on est là pour comprendre les faits. Dans une guerre, il y a des lois. On ne tue pas des civils. Absolument. On ne tire pas. Absolument. Une guerre du monde. Il y a beaucoup de zones où il y a des guerres entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, entre l'Ukraine et la Russie, à l'intérieur de l'Éthiopie, entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Il y a énormément de conflits. La guerre, elle a des lois. Donc, on ne tue pas. C'est-à-dire le meurtre l'assassinat de ces trois personnes ne peut pas être banalisé. Elle ne doit pas rester impunie. Je vais plus loin. Elle ne doit pas rester impunie. Je continue. Ça, c'est le premier fait. Il faut rappeler. Donc, il n'est pas normal qu'il y ait des civils qui soient tués. Deuxièmement, cette route, effectivement, elle fait partie d'un territoire dont le statut, il est difficile encore à déterminer. On parle de territoire libéré pour les uns, de république sahraoui pour les autres, zone tampon pour l'ONU. L'ONU le déclare no man's land. Zone tampon. Il est emprunté depuis des années et pas que depuis hier par des civils. Il y a des civils. Je veux dire, au-delà de... Ça, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Attends, Naïm, j'attire l'attention qu'on parle de vie humaine. Au-delà de l'aspect géopolitique complexe, au-delà de certaines problématiques géopolitiques complexes, on parle de vie humaine. Donc, on ne peut pas dire que cette route, il n'y avait jamais de civils. Il y avait toujours des civils dans cette route-là. De deux, il y a eu une guerre, ok, on ne peut pas tirer sur des civils, quels que soient ces civils, qu'ils soient marocains. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Sahraouis ou européens, ces deux-là. Maintenant, moi, je dis qu'il faut appeler à l'apaisement. Moi, j'aime pas le chauvinisme. Je pense que le Maghreb, il est malade de son chauvinisme. Moi, je suis contre le chauvinisme algérien. La désinformation. Il est malade de désinformation aussi. Non, la désinformation, le chauvinisme, c'est l'une des sources de la désinformation. Aujourd'hui, au Maghreb, en Tunisie, en Libye, on a ce genre de problème. Dès que notre pays est impliqué dans quelque chose, on se dit, on est obligé, comme me disent mes sources, on est obligé moralement de s'aligner sur son pays. Non. Maintenant, moi, dans ma position de journaliste, je n'ai pas les moyens de dire que l'Algérie se trompe, comme je n'ai pas les moyens de dire que le Maroc se trompe. Qu'il y ait une enquête, c'est simple. On ramène une délégation de l'Union africaine, du Conseil de sécurité, on fait une enquête. Alors la MINURSO est en train d'enquêter sur place. La MINURSO est en train d'enquêter depuis hier. Moi, j'ai une question, Abdou. Abdou, j'ai une question. Un point important, Naïm, parce que je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, qui est très intéressant. Parce que ça explique les dessous de la problématique actuelle. Attendons les conclusions de la MINURSO. Ensuite, on fera un commentaire. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de conclusion. On ne peut pas se précipiter à faire des commentaires. Maintenant, il peut y avoir des... Moi, je pense... Rappelez-vous de ce qui s'est passé entre la Turquie et la Russie. La Turquie, elle a bien abattu un pilote russe. Mais la Turquie a reconnu. La Turquie a reconnu, c'était en Syrie. Erdogan, au début, ne voulait pas s'excuser. Et en 2016, il s'est excusé. Les relations sont revenues. Je veux dire, c'est pas une première dans le monde. Il y a eu déjà des précédents. On s'entend bien. Moi, cet épisode, au-delà de la dimension humaine, au-delà de la tragédie humaine, parce qu'encore une fois, on ne peut pas banaliser la mort d'un quelconque être humain, notamment d'un compatriote maghrébin qui se moment. Mais personne ne la banalise. On essaie d'avoir la vérité, de démêler les chameaux, c'est tout. Mais c'est bien que les Algériens l'entendent. C'est bien que les Algériens entendent des Marocains dire qu'on ne peut pas banaliser. Non. C'est-à-dire, on ne peut pas banaliser la mort. Parce que je suis sûr que si c'était des morts marocains, du côté algérien, il y aurait des gens qui auraient été touchés. Parce qu'on est toujours touché par la mort de quelqu'un qui est civil, qui n'a rien à voir, un camionneur. Si l'enquête nous révèle que c'est un contrebandier, même les contrebandiers, on les arrête. Si l'enquête révèle que c'était trafiquant de drogue, on peut avoir un autre commentaire. Mais pour le moment, il n'y a pas de conclusion, on ne peut pas se positionner. Maintenant, sur le conflit algéro-marocain. Pourquoi la séquence des accords d'Abraham, elle a tout changé? Parce qu'elle intervient justement au moment où le régime algérien cherchait à retrouver une certaine stabilité. Et cette stabilité qui ne pouvait pas être garantie par l'intérieur, il avait besoin d'une certaine fréquentabilité à l'international. Et je rappelle que cette normalisation avec Israël, officiellement, je ne parle pas des relations de salon, mais une relation
une relation diplomatique officielle, est intervenue au moment où Abdelmajid Tebboune, le président algérien, était malade. Donc au moment où le régime algérien était décapité, au moment où l'Algérie était sans président. Donc un régime impopulaire et légitime sans président. Et on voit le voisin marocain, alliance avec Israël, Donald Trump, toutes les puissances mondiales sont avec lui. Du coup, vous comprenez que les dirigeants algériens paniquent. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'a même pas de président. Eux, ils signent avec Trump, ils signent avec Israël. Il y a une panique. Cette panique a suscité un comportement agressif, un comportement violent. Le Maroc, à travers Mohamed VI, il a essayé de rassurer l'Algérie. Il a fait des discours, il a essayé de calmer, etc. Mais les Algériens ont cette obsession que le Marocain ne dit jamais la vérité, il y a quelque chose qui se trame derrière. La séquence d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la séquence de Bouteflika. Parce que Abdelaziz Bouteflika a géré les relations marocaines de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus calme, de manière beaucoup plus intelligente. On n'a jamais atteint ce niveau d'agressivité entre les deux pays. Il faut le reconnaître, les faits sont les faits. Jamais on a atteint. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions. La solution viendra des sociétés civiles des deux pays. Pas des régimes des deux pays. Il faut que les sociétés civiles des deux pays se libèrent du chauvinisme. C'est pas parce qu'on est marocain qu'on se doit de défendre la position diplomatique ou géopolitique du Maroc. C'est pas parce qu'on est algérien qu'on doit défendre à tout prix la position géopolitique ou diplomatique de l'Algérie. Si les sociétés civiles se réveillent et essaient de proposer des dialogues, des forums, etc., et des trains et des ponts, et ils essayent de tisser des traits d'union et de construire des ponts communs, on peut s'en sortir de cette crise-là. Mais si on laisse cette crise uniquement gérée par des militaires de l'autre côté, par un président qui essaie de conserver son pouvoir en ménageant les militaires, et de l'autre côté par un palais qui fait de son mieux pour asseoir son pouvoir et pour gérer la question du Sahara, ça, si on laisse uniquement les politiques et les politicards et les dirigeants civils ou militaires la gérer, elle peut exploser cette crise. Et tout le monde sera perdant, qu'on s'entende bien. Tout le monde oui. Alors, Abdou, pour déplacer le débat, rester dans la même continuité, Abdou, et déplacer le débat. Aujourd'hui, je fais quelques commentaires, quelques remarques, et à vous de réagir. Est-ce que l'Algérie ne serait-elle pas en train de se rebiffer, n'accepte-t-elle pas le nouvel équilibre au Maghreb? C'est-à-dire que le Maroc a pu redresser une situation diplomatique qui ne lui était pas favorable il y a 20 ans, 25 ans. Lors d'un vote du Conseil de sécurité, il y avait toujours deux pays d'Amérique latine, deux pays africains, un pays asiatique qui votaient contre. Aujourd'hui, le dernier vote est un échec total pour la diplomatie algérienne. Même avec le Superman présenté en Algérie, l'Amamra. Le rétablissement de l'ordre à Guergueret a enlevé une carte à l'Algérie et au Polisario diplomatique. L'intervention marocaine qui n'a laissé aucun mort sur le terrain, l'intervention était clean, et le passage frontalier avec la Mauritanie est aujourd'hui normalisation et marocain. Il l'a toujours été pour les Marocains, je répète, mais aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, la Mauritanie, le Maroc. Alors, l'hospitalisation sous une fausse identité du secrétaire général du Polisario, une fausse identité algérienne, a démontré que le Polisario a perdu de sa superbe, qui n'était plus reçu comme avant, même en Espagne, qui était un allié du Polisario. Ne le cachons pas, la société civile espagnole, la presse espagnole est plutôt pro-Polisario que pro-marocaine dans ses prises de position. Donc tout ça a impacté la diplomatie algérienne et on est en train d'assister à un langage guerrier parce que sur le plan diplomatique, l'Algérie a pratiquement tout perdu. Ouais. Non, ce que j'aimerais dire, c'est si le Maroc a progressé sur le terrain diplomatique, ce n'est pas parce que il est puissant ou parce que il a bombé le torse, mais parce que, il faut le rappeler, il a fait des concessions. Le Maroc, qui était campé sur une position qui est l'intégrité territoriale du Maroc et la souveraineté du Maroc et l'intégration pure et simple du Sahara au Maroc, a fait un pas en avant et énorme, un pas de géant. Le jour où on lui a demandé, par l'intermédiaire du James Baker, qui était alors le représentant personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara, d'imaginer une solution intermédiaire. Et je rappelle que le Maroc, c'est en ce moment-là, c'était vers 2007 déjà, bien avant, ça a commencé bien avant, mais ça a commencé à se dessiner concrètement en 2007,
le Maroc a proposé l'autonomie. C'était un peu les accords de 1986 entre Chadi Bejdid et Hassan II, le timbre et le drapeau. L'Algérie, et avec elle, bien sûr, le Polisario, cela va de soi, parce que c'est une paire qui est indissociable, sont restés campés sur une position, le référendum d'autodétermination, et pas seulement le référendum d'autodétermination, mais le référendum d'autodétermination qui devrait conduire à l'indépendance des provinces du Sahara, à la création, l'établissement de la République arabe sahraoui, etc. C'est cette façon de se cramponner sur une position figée, avec ses problèmes intérieurs qui l'a préoccupé par ailleurs, que la diplomatie algérienne a perdu du terrain sur le plan international et régional. Ce n'est pas parce que le Maroc subitement s'est trouvé le grand vainqueur d'une bataille ou d'autre chose. Non, c'est parce que d'abord le Maroc s'est inscrit dans ce que l'ONU, ce Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui appelle le pragmatisme, le réalisme, le compromis. Le Maroc s'est inscrit dans cette dynamique. Il a été rejeté et il est encore rejeté aujourd'hui par Alger. Je préfère Alger pour désigner le système algérien que de l'Algérie qui englobe l'ensemble du peuple algérien. Donc, Alger n'a pas voulu avancer d'un pas. Et aujourd'hui encore, on en est là. Bien. Le fait est que on est devant, et c'est ce que je ne comprends pas dans ton propos, Abdo, la panique du système parce que le Maroc n'aurait pas le droit d'établir des relations diplomatiques avec qui il veut et qui il entend, et qu'il devrait auparavant d'abord voir si cela dérange ou ne dérange pas Alger. Il y a un problème d'abord de souveraineté. Si le Maroc a jugé qu'il est utile pour lui et pour les autres de s'inscrire dans les accords d'Abraham, sans rien renier de son soutien au peuple palestinien, de l'aveu même des Palestiniens, qui sont venus avec leurs deux tendances, le Hamas et l'OLP. Donc, ils sont venus. Pourquoi l'Algérie voudrait y voir une remise en cause de sa sécurité, de sa stabilité? Le Maroc a officiellement et solennellement, par la voix de son roi, déclaré qu'aucun mal ne pourrait arriver à l'Algérie ou aux Algériens par le Maroc. Aucune réponse. Si ce n'est le mépris. Alors, vous voyez, le Maroc est dans une situation de très... C'est pas du chauvinisme, parce que pas plus que toi, je ne suis insensible à ce qui s'est passé à Bir el-Helou avec les camionneurs algériens, pas plus que je n'étais insensible à ce qui s'est passé aux camionneurs marocains au Mali. On est dans une zone très conflictuelle où beaucoup de choses peuvent se produire à n'importe quel moment, et c'est ça le danger. Et à cette occasion-là, le Maroc n'a accusé personne. Le général Chengrih n'a pas attendu les accords d'Abraham pour déclarer le Maroc comme ennemi. Il l'a fait dans une réunion du Polisario qui a été fuitée il y a des années déjà. Les prises de position d'Abdelaziz Tebboune, quand il était encore candidat à la présidence, il donnait des gages à l'armée en prenant des positions vraiment très hostiles. Toute cette dynamique qui est inquiétante pour tout le monde, personne ne la veut. Parce que moi, je vais vous dire mon point de vue. Ce que moi, je pense ici, et nous sommes nombreux à le penser, une guerre maroco-algérienne ne profitera ni à l'Algérie ni au Maroc. Nous aurons un siècle de retard supplémentaire à rattraper. Et ça, c'est l'évidence. Mais d'abord, revenons à Abdo, s'il te plaît, Naïm. On revient à Abdo. Alors, cette faiblesse de la diplomatie algérienne constatée, avérée par des faits, est-ce que c'est elle aujourd'hui la cause de cette militarisation des propos et de la position algérienne? D'abord, la diplomatie algérienne n'est pas indépendante aujourd'hui.
La diplomatie algérienne, depuis la disparition de Abdelaziz Bouteflika, à partir de 2018, c'est-à-dire au moment où la crise de succession s'est posée en des termes très violents, là on a assisté à une dispute de clans, etc. C'est la diplomatie algérienne n'est pas indépendante. Et le problème principal, c'est que je ne peux pas parler de faiblesse de la diplomatie algérienne. C'est que la cause elle-même, elle est faible. C'est la cause du Sahara occidental qui est faible. Aujourd'hui, pratiquement aucun expert en géopolitique, aucune capitale mondiale, aucun institut bien structuré ne défend la solution d'un pays indépendant. Parce qu'on sait tous que dans la région aujourd'hui, ce n'est pas pragmatique, ce n'est pas réaliste d'avoir un nouveau pays, un nouveau petit pays indépendant, alors que déjà les pays maghrébins qui sont indépendants depuis 50 ans, ils sont déjà dans la merde. C'est déjà la Mauritanie a du mal à survivre, la Tunisie déjà a du mal à se stabiliser, la Libye elle-même elle est colonisée et divisée. Donc un nouvel État dans la région du Maghreb ne peut, au contraire, est une source de danger. Donc défendre l'indépendance d'un nouveau territoire au Maghreb, c'est une catastrophe, c'est une option qui rationnellement qui n'est pas. Non mais je vous explique. Je veux dire attention, moi je parle beaucoup aux diplomates algériens. Je parle beaucoup même à des militaires algériens. Eux-mêmes, ils ne sont pas convaincus par l'indépendance du Sahara. C'est ça le problème. C'est ça. Donc, on ne peut pas parler de faiblesse. Le Sahara occidental, en fait, je le dis, malheureusement, moi je ne suis pas hypocrite. Il faut casser le tabou. Les Sahraouis, tout le monde se contrefiche. Personne ne pense aux Sahraouis parce que même le problème, il est uniquement entre le Maroc et l'Algérie. C'est un problème de leadership régional entre deux régimes qui traînent derrière eux des considérations et des rivalités historiques. Et ces rivalités historiques ne sont pas encore résolues parce que les deux régimes ne veulent pas faire des compromis. Je suis d'accord avec Mohamed VI, le Maroc a fait un progrès au niveau de la diplomatie. Le régime algérien n'a pas encore changé parce que nous n'avons pas encore eu un dirigeant qui est jeune. On est toujours dans la génération des dirigeants algériens qui ont connu la guerre de l'indépendance, post-guerre d'indépendance. Donc, il n'y a pas eu le rajeunissement des élites dirigeantes. Mais le problème du Sahara occidental, personne n'en parle. Concrètement, le plan d'autonomie du Maroc, parlons techniquement. Le plan d'autonomie, on sait tous, Naïm, qui n'a pas été appliqué, qui c'est difficilement applicable. Et beaucoup de gens, on n'est même pas sûr si le Maroc il est sincère de le faire. Et puis, personne ne propose. Ça, c'est un procès d'intention. Justement. Techniquement parlant, qui parle des solutions pour le Sahara? Les réfugiés qui sont en Tindouf, on en fait quoi? On ne sait même pas combien ils sont. Certains nous disent 200 000, d'autres nous disent 300 000, d'autres nous disent est-ce qu'ils veulent revenir, est-ce qu'ils vont revenir, dans quel cadre? On parle d'autonomie. Qu'est-ce que veut dire l'autonomie? Est-ce qu'ils auront un drapeau? Est-ce qu'ils auront une équipe de football? Est-ce qu'ils auront quelles sont les compétences? Ces sujets-là, techniquement parlant, on n'en parle plus. Pourquoi on n'en parle plus? Parce que le Maroc. C'est pas, اسمح لي Abdou. C'est important. C'est très important. Finalement, le Maroc n'avait pas besoin des accords d'Abraham parce qu'il a dominé la question sahraoui. C'est un conflit invisible. Personne n'a bougé pour le Polisario. Mais à part Cuba, la Russie encore. La Russie ne fait qu'accueillir les jeunes sahraouis pour des camps de vacances et elle leur donne quelques aides, mais ne s'est jamais aligné sur l'indépendance de manière précise. Le Maroc n'avait pas besoin des accords d'Abraham. Il dominait la situation. Il dominait outrageusement la situation. Personne n'a accéléré ou n'a fait de pression sur le Maroc pour qu'il y ait une indépendance. Soyons sérieux, soyons concrets. Les accords d'Abraham, c'est pas contre l'Algérie. Parce que sinon, il y a tous les pays du Golfe dans les accords d'Abraham. Vous savez, les accords. Il y a la Jordanie. Les accords d'Abraham, il faut qu'on. Abdou, s'il te plaît. Abdou. Je ne suis pas en train de justifier, je suis en train de vous expliquer la mentalité des dirigeants algériens. Je ne prends pas position. Mais c'est pas parce que la mentalité, comme ça que les choses doivent correspondre à la mentalité algérienne. Je vais vous dire, l'histoire des relations. Je vais vous rappeler. Hassan II. Ou avec le Koweït. On va parler tous les deux en même temps. Termine Abdou et on passe à Naïm. Termine Abdou. Yallah, tu as. Je voulais juste terminer l'idée. L'idée pour que vous compreniez. Pourquoi eux, ils ont peur de cette alliance avec Israël? Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas une simple normalisation, avoir un ambassadeur, 2 ambassadeurs. Parce que pour eux, il y a des informations dont ils disposent, selon eux. Selon eux, ils les ont confirmé, que
le Maroc sera la base arrière d'Israël dans le continent africain. Et que, comme les Israéliens, comme le régime algérien se définit comme étant le dernier régime nationaliste du monde arabe, après celui de Bachar al-Assad qui est devenu le vassal des Russes et des Iraniens. Triste comparaison. Non, mais je dis comment ils pensent qu'elle est. Moi, je vous donne les faits. D'abord, il faut parler les faits, ensuite le commentaire. C'est ça notre métier. Oui, donc, pour eux, le Maroc n'est pas dans une simple relation diplomatique bisous-bisous. Il est dans une relation d'une base arrière du Mossad. Il y a eu l'affaire Pegasus qui a encore exacerbé les doutes. L'affaire Pegasus, par exemple. Tout le monde m'a appelé. Ah, tu vois, Abdou? Tu vois? C'est pas une simple. Ah, non, toi, tu dis. Non, c'est pas uniquement de la diplomatie. Non, c'est uniquement du commerce. Le Maroc, c'est une base arrière du Mossad, ils vont nous faire ceci, ils veulent ceci. En fait, ce qu'ils croient, c'est que le Maroc sera le cheval de Troie d'un nouveau lobby qui va changer tout l'ordre établi au niveau africain et au niveau de l'Afrique du Nord. Et cet ordre établi n'arrange pas le régime algérien. Il n'arrange pas parce qu'il mènera tôt ou tard à sa chute. Voilà, c'est ça l'information. Et c'est pour ça qu'il faut entraîner toute la région dans la guerre. Non. Abdo, la position du Maroc vis-à-vis d'Israël est très claire. Le Maroc, Hassan II, par la voix de Hassan II, de Habib Bourguiba en Tunisie également, ont toujours prôné le rapprochement, déjà avant la guerre des 6 jours en 1967, le rapprochement avec Israël. Et Hassan II avait eu cette formule, peut-être pas très heureuse à mon sens, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire. Il a dit, si on pouvait mettre ensemble le génie israélien et l'argent arabe, on pourrait faire des miracles. Donc on est dans cette logique. Les accords de Abraham ne représentent qu'une continuité. Vous me dites que le Maroc et Israël vont essayer de... C'est légitime. Qui empêche l'Algérie de faire autant? Personne. Maintenant, il y a qu'on essaie de conquérir des marchés, qu'on essaie de développer des relations, qu'on trouve des partenariats et des alliances, c'est tout à fait dans l'ordre naturel des relations internationales. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce que à chaque fois qu'on devrait penser stratégie et intérêt du Maroc, on devrait passer par l'autorisation d'Alger? Parce que, et c'est là où il y a un grand problème, tu l'as dit, le Maroc ne se définit pas comme un État pivot de la région. Il se définit comme un État parmi les États avec lesquels il veut travailler en communauté, si c'est possible. Mais la notion même d'État pivot tel qu'il est conçu et développé en Algérie, tout dit, ou plutôt dit tout sur la conception que le régime algérien a des relations intermaghrébines. Ce n'est pas possible. Ou on est des partenaires égaux, ou on n'est pas des partenaires. Ou on se donne la main pour avancer ensemble sans qu'il y ait de la prééminence de l'un sur l'autre, ou on n'avance pas. Ce n'est pas possible. Et tu dois très bien le savoir. Donc, à mon sens, ce qu'il faudrait essayer, tu le disais tout à l'heure, les sociétés civiles doivent intervenir. Et il y a eu récemment la signature d'un appel d'intellectuels marocains, algériens, tunisiens pour rétablir la paix. Nous sommes aujourd'hui devant un risque de déflagration générale et malheureusement, on n'est pas dans un rapport qui permettrait ni à l'Algérie ni au Maroc de sortir vainqueur d'une guerre pareille. Elle sera dramatique, elle sera... Mais la société civile, il faut qu'elle soit... Mais on parle de société civile indépendante. Oui, je sais, je suis d'accord avec toi parce que mais... au Maroc, c'est qu'en Algérie, il y a une opposition. Il y a une opposition qui est là, qui est systématique, qui a une histoire. En Algérie, je la vois surtout à l'extérieur, l'opposition. Au Maroc, malheureusement, à cause de la question du Sahara, les opposants marocains sont tout à fait ligotés. Il y a même une autocensure. Non, parce que la société civile algérienne, le Maroc. Vous êtes 2 contre 1, donc le match est inéquitable. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai dit aucun mot. Sincèrement, est-ce que vous ne pensez pas
qu'il n'y a pas d'opposition indépendante au Maroc parce qu'il y a une autocensure qui empêche les Marocains de s'exprimer sans utiliser des gants à cause de la question du Sahara. On peut répondre. On peut défendre On peut répondre. du Maroc tout en disant que le palais, que le système se trompe, l'a fait ceci, fait cela. Or, on a l'impression qu'il n'y a pas d'opposition au Maroc, que toute la société civile, elle est sous l'emprise du palais, que tout est téléguidé, que tous les Marocains sont... Je vais peut-être répondre, si tu permets. Ma question, est-ce que ça, ça peut pas susciter un malaise? Pour l'opposition au Maroc, je vais te répondre, avant de passer la parole. Mais Abdo, écoute un peu. Je vais te répondre sur l'opposition, l'autocensure, la société civile pas indépendante. Au Maroc, on a un parti républicain, qui est pro-Polisario, qui est pour le référendum. Neige démocrate. Et il mène campagne au Maroc. Au Maroc, il y a l'AMDH, qui est une association des droits de l'homme, qui mène aussi un combat pour pour le référendum au Sahara. Il y a la société, il y a des gens qui critiquent la guerre, l'effort de guerre au Sahara. Il y a des gens qui demandent des comptes, même dans le Parlement. C'est faux. C'est juste que les Algériens regardent le Maroc à travers un prisme qui date des années 70, des années Hassan II. Ce que les Algériens ne comprennent pas, c'est que pour le Marocain, le Sahara c'est comme ce serait la Kabylie en Algérie. C'est la même chose. Ici, le Maroc est convaincu que le Sahara est marocain. C'est pas un subterfuge du régime. C'est pas ce qu'on avait dit au temps de Hassan II. Il a trouvé cette sortie-là pour sauver son régime après les coups d'État. Non, les Marocains, depuis toutes les monarchies marocaines, viennent pratiquement des confins de la Mauritanie. Toutes les monarchies. Donc, aujourd'hui, ce que peut-être l'opinion publique... Et même d'une partie de l'Algérie d'aujourd'hui. Ben oui. L'actuelle monarchie, elle est venue de la frontière entre l'Algérie, la frontière actuelle entre l'Algérie, et il y a même, si je te le rappelle, il y a même une confrérie, alaoui en Algérie. Abdou, il y a même une confrérie alaoui. Non, mais ça c'est, si on veut parler de ça, moi je n'accuse pas l'opposition algérienne d'être pro-régime ou pas. Non. Je comprends aussi quand il y a un conflit entre deux pays que les gens prennent un peu, c'est normal, c'est humain, le parti de leur pays. Mais là, on est en train de parler d'un risque de guerre. Naïm, désolé, j'ai pris plus la parole, mais non, mais au contraire, c'est bien. On n'a plus rien. Oui. Vas-y. Allô? Oui, on t'écoute. Vas-y, Naïm. Alors, moi, je ne vous ai pas accusé. Attention, je ne vous ai pas accusé. Moi, j'ai posé une question. Je sens je vais répondre. Voilà. Je sens une certaine incapacité. D'ailleurs, pas du tout. Je crois que Karim a bien répondu à la chose lorsqu'il a comparé la Kabylie et le Sahara. Les Marocains ne revendiquent pas un territoire qui est aujourd'hui inscrit dans l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme. Ils ne revendiquent pas Bchar, ils ne revendiquent pas Tindouf. Ils l'ont revendiqué à un moment donné. Mais on a signé des accords sur ça, c'est terminé. Justement, pour ne pas tomber aujourd'hui, et justement, si vous voulez qu'on remonte à l'histoire, là, on va se retrouver. Non, c'est pas la peine, c'est un débat qui n'en vaut pas la peine aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Algérien et l'intellectuel algérien, la société civile algérienne qui critique, et elle n'est pas nombreuse, parce que quand on voit ce qui se passe à l'intérieur de l'Algérie et pas à l'extérieur de l'Algérie, c'est vraiment un front commun. Il n'y a pas une ligne qui déborde sur l'autre. Et il ne faut pas nous vendre l'idée comme quoi il y aurait la contestation de la politique algérienne à l'intérieur de l'Algérie. Ce qui est contesté, c'est le pouvoir des militaires, c'est autre chose. Mais les Marocains sont dans une revendication territoriale qui ne concerne pas territorialement l'Algérie. Si on était dans une revendication, et donc il est très facile pour la société algérienne de dire oui, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec cette affaire de Sahraoui, c'est pas notre problème, nous avons notre 2 millions de kilomètres carrés de Sahara, qu'on s'en occupe là et qu'on fasse des plans de développement. Mais alors que pour les Marocains, on est dans une revendication territoriale que 99, je ne sais combien de Marocains, si on enlève Neige et la MDH, considèrent
intimement, fortement, comme un territoire marocain et qui n'a jamais été un État, qui n'a jamais été un peuple. Et là, on va rentrer dans... Mais ça, il nous faudrait peut-être, là on est en train de déborder sur le temps, il nous faudra peut-être un autre débat rien que pour cette question. Moi, ce que je dis, et ce que je constate malheureusement, c'est que depuis pratiquement le début du Hirak, on assiste à une escalade constante, permanente, à une stratégie de la tension éternelle, irréversible. Et chaque fois, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et là, on est tous devant le danger. J'espère que le pire, on saura l'éviter, mais pas de cette manière. Abdo, je pense. Allez, oui, je t'entends. Je pense que maintenant qu'on parle des solutions concrètes. Le problème du Sahara occidental, comme on l'appelle l'Algérie, marocain, comme on l'appelle au Maroc, il doit être résolu. Il doit être résolu en extrême urgence. Et je pense que l'erreur qui a été faite, c'est de ne pas avoir, si on l'avait laissé ce problème uniquement dans le cadre de l'Union africaine, je pense qu'on aurait pu le régler depuis bien longtemps. Le fait de le transférer à l'ONU, où il y a d'autres dossiers beaucoup plus lourds, beaucoup plus compliqués, ça l'a retardé. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien entendre nos amis marocains sur des solutions concrètes. On fait quoi des gens de Tilly? On fait quoi du Sahara? Qu'est-ce qu'on doit faire des uns et des autres? C'est le travail. Il y a un cadre de l'autonomie qui a été très bien défini, et qui est entre les mains de tous les partenaires. Et tout le monde sait que c'est une très bonne base de discussion. Mais pour répondre à ta question, pour que le Maroc puisse dire qu'est-ce qu'on fait à toutes ces questions, il faut d'abord pouvoir s'asseoir sur une table, sans arrière-pensée, sans condition. Et là, qui refuse les tables rondes? C'est à ça que devaient servir les tables rondes de Genève. À discuter justement de la solution. Or, on veut pas en discuter. Qu'est-ce qu'on va définir quand on a celui qui est censé être le partenaire et l'interlocuteur refuse dans son ensemble la solution de compromis. C'est pas possible. Il faut d'abord commencer par accepter le principe d'une solution de compromis. Est-ce que vous m'entendez? Oui, non, très bien. Très bien, Abdo, très bien. On t'entend très bien. Alors, non, parce qu'il y a une coupure. Non, il n'y a pas de problème. On t'entend très bien. Non, à l'envers, mais c'est pas grave. Non, il y a une coupure à mon côté, une erreur technique. J'ai pas été attaqué. Pour ne pas déborder, parce que nous arrivons à la fin de cette émission. Un dernier mot, Naïm, avant que je passe à... Si vous voulez qu'on discute du problème Sahara, il faut commencer par accepter la solution de compromis. En ce moment-là, on peut lui donner un contenu. Tant qu'on refuse la solution de compromis, qu'on se cramponne à l'autodétermination qui a été impossible à faire par l'ONU et de l'aveu même de l'ONU, on ne pourra pas avancer. Merci Naïm. Abdo, alors, un dernier mot. Un dernier mot, moi j'appelle encore une fois que tous les intellectuels algériens et marocains, les associations, la presse, tout le monde doit assumer sa responsabilité parce que l'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera et elle consignera elle consignera le rôle que nous avons joué. Se taire devant ces manœuvres subversives, ces tentatives de semer la haine entre deux peuples frères, qu'on le veuille ou non, se taire et ne pas proposer des solutions concrètes. Ils sont enfermés dans des postures chauvinistes ou dans des postures empathiques. Moi, je le dis, c'est pas parce que je suis algérien. Je le dis clairement, c'est pas parce que je suis algérien que je dois défendre les dirigeants algériens. Quand ils ont tort, ils ont tort. Ils ont tort, tout simplement. J'aimerais que de l'autre côté du Maroc, qu'il y ait aussi la même indépendance d'esprit. Quand les autorités marocaines ont tort, il faut le dire qu'ils ont tort. Un grand patriote américain avait dit un jour, le véritable patriote, c'est celui qui est prêt à défendre son pays, y compris contre son propre gouvernement. Le patriotisme ne signifie pas l'alignement. Je termine. Merci. C'est important ce que je dis. Merci. Le patriotisme ne signifie pas l'alignement systématique sur des positions gouvernementales. Maintenant, ce que je dis, c'est que la meilleure manière de clouer le bec aux tentatives de certains qui veulent semer la zizanie entre les deux pays est de proposer un projet clé en main pour le Sahara. Laisser l'ONU, le nouveau envoyé spécial, le mettre devant ses responsabilités.
demander une enquête internationale sur l'affaire de On Belhlo. ne demande que ça. Attendons les conclusions de cette enquête et ce jour-là, je pense qu'on pourra faire des commentaires très pointus. Mais il faut qu'il y ait de l'impartialité pour qu'on puisse ensuite se forger une opinion, une position en toute honnêteté. Nous arrivons à la fin de cette émission, comme vous l'avez constaté, qui était assez houleuse, assez chaude. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous la prochaine semaine pour un Maghreb est égal à la monde, une nouvelle édition de Maghreb est égal à la monde, je tiens à présenter au nom de Naïm et au nom de Abdou mes sincères condoléances aux familles des camionneurs morts à Belhlo. Et je le répète, et je le dis, et je le redis, aucune âme, aucun mort ne fait plaisir, aucun mort maghrébin ou du monde ne fait plaisir à quiconque dans le Maghreb. À la semaine prochaine.